Entre les rumeurs de faillite et les rumeurs de rachat de club, la Liga ne serait-elle pas à vendre? Ça vaut pas un entre-deux, ça, Philippe? Ah oui, Vincent, je suis effectivement sûr qu'on va pas forcément être d'accord, alors oui, entre deux. Alors oui, la Ligue 1 est à vendre, comme beaucoup de choses dans la vie. Mais finalement, je pense que même si la situation est difficile, je pense qu'il y a 4 éléments qui font qu'on peut voir les choses de façon positive. D'abord, on a la DNCG. La DNCG, souvent perçue comme une contrainte, est un atout dans ce cas-là, puisque la DNCG veille à ce que les clubs qui commencent au début d'un championnat le terminent et ne déposent pas le bilan. C'est-à-dire que grâce à la DNCG, les clubs ne déposeront pas le bilan. Par contre, les propriétaires actuels risquent d'avoir un engagement financier supérieur à assumer. 2, il y a des stades neufs. Grâce à l'Euro 2016, ou pour l'Euro 2016 en tout cas, de nombreux stades ont été refaits à neuf et correspondent aux standards du moment. Et ça, c'est un point très important dans l'économie des clubs et dans leur potentiel de développement. 3, il y a des droits télé. Ces droits télé sont en nette augmentation pour la saison à venir, devaient nous permettre d'avoir une ambition supérieure. Je pense que cette augmentation va d'abord servir à amortir ce problème économique que le football va rencontrer, le football français va rencontrer, avec cet arrêt de la compétition prématurée. Et puis dernier point, eh bien, vaut mieux faire envie que pitié. Et la réalité des choses, c'est que des investisseurs s'intéressent au football français. Certainement parce qu'il est plus intéressant d'un point de vue somme à investir de venir en France qu'en Angleterre. L'Angleterre, le moindre club coûte très très cher. En Allemagne, il y a la fameuse règle du 50+1 qui vous empêche d'avoir la totale propriété d'un club. En Espagne, les clubs les plus intéressants sont entre les mains des socios, donc très difficiles à obtenir. Et puis l'Italie, le problème c'est que dans beaucoup de clubs en Italie, il y a le problème du stade, il y a des problèmes aussi de gestion des fans, de certains fans en tout cas. Bref, tout ça fait que le football français reste attractif, tant mieux. Par contre, ça ne sera pas nécessairement de bonnes affaires pour les propriétaires vendeurs. Alors oui, la Ligue 1 est en quelque sorte à vendre, pas tout le monde bien sûr, mais il est vrai que la situation économique est et va être très difficile. Il y a la crise du coronavirus, il y a aussi et surtout sa gestion très politique, très morale, mais pas très économique avec cet arrêt qu'on peut qualifier de prématuré et qui vaut d'ores et déjà pour la saison 2019-2020 une perte de chiffre d'affaires en gros du tiers, entre 500 et 900 millions d'euros. Et encore, on ne sait rien de 2020-2021 avec le sponsoring en berne et puis surtout ce huis clos qui peut fort bien durer jusqu'à 2021. Du coup, risque de très gros déficits et donc risque de faillite, bien évidemment, et des propriétaires, ceux qui ne peuvent pas suivre, qui vont sans doute être effectivement, ou s'ils ne le sont pas déjà, vendeurs. Alors il y a une version optimiste qui est de se dire « Ah bah oui, mais on entend parler de beaucoup d'acheteurs en face ». Alors certes, mais il faut voir de quel acheteur on parle. Souvent ce sont des acheteurs étrangers, comme en Première Ligue et en Italie d'ailleurs, on ne fait pas exception. C'est-à-dire des acheteurs peu connaisseurs, pas très attachés à la Ligue 1. Et beaucoup de fonds de pension dont l'ambition et les projets pour les clubs ne sont pas très foot le plus souvent. Évidemment, les Girondins de Bordeaux sont un exemple de cela. En gros, depuis le début, on sait que le propriétaire, l'acheteur de ce club, eh bien, en gros, voyait le point de sortie lors de la vente du club, qui est le moment où le bénéfice est possible pour le fonds de pension américain. Ce ne sont pas forcément des acheteurs très rassurants ou qui font rêver tout simplement le monde du football. J'ai bien écouté tes arguments, Vincent, mais je ne suis pas totalement rassuré malgré tout. C'est vrai qu'il y a la DNCG qui est un garant
essentiel, mais on va rentrer dans une période de prévisibilité très difficile, très faible, ne serait-ce que l'ouverture ou non des stades au public qui peut changer énormément l'économie de nos clubs. Il y a bien sûr la hausse des droits télé, mais la DNCG elle-même, dès 2019, avait pointé que beaucoup de clubs l'avaient anticipé, cette hausse des droits télé. Par contre, ce qu'ils n'ont pas anticipé, évidemment, c'était difficile, c'est la crise du coronavirus qui a littéralement mis par terre l'économie de nos clubs. Tu cites également un atout important, nos stades nouveaux, mais à court terme, là encore, on va se retrouver face à un problème coronavirus et des tribunes sans doute vides pendant un bout de temps avec des matchs à huis clos. Et puis, le dernier point, par contre, je te le concède, oui, la France reste intéressante, mais elle reste aussi intéressante pour des investisseurs parce que le prix de nos clubs est faible, il est bas et j'ai peur qu'il soit encore plus bas. Un petit peu comme un autre sujet d'inquiétude, c'est la baisse évidemment du marché des transferts. J'ai peur que tous nos clubs vendeurs, là aussi, soient obligés de négocier très bas. Donc toute notre économie, toute notre base économique, de modèle économique de nos clubs risque d'être affectée. Alors oui, Philippe, tu as raison, il y a quelques menaces sur la Ligue 1, évidemment, entre les problèmes de compétitivité, les problèmes de cohésion ou du manque de cohésion entre les clubs et les problèmes de huis clos. La saison 2020-2021 s'annonce compliquée. Mais au-delà de ça, on a quand même aussi de bons exemples dans les investisseurs. Le sujet du PSG avec un fonds certes souverain, mais un fonds qui ne se contente pas uniquement d'acheter pour espérer revendre, mais qui investit aussi dans le sportif. On voit que ça donne aussi des fruits positifs. Le fonds à Lille est intéressant aussi, même si c'est encore fragile et que le marché peut se retourner. En tout cas, le club a vécu une période difficile, il a su se redresser et sportivement être au rendez-vous. À Marseille aussi, ce n'est pas un fonds, c'est une fortune personnelle et c'est intéressant. On voit bien que quand le club est suivi, soutenu par son propriétaire, il peut y avoir des temps faibles, on s'en rend compte, mais aussi il y a eu des temps forts, il y a eu une finale d'Europa League. À Rennes aussi, on a un bon exemple avec la famille Pinault qui est là depuis un certain temps et qui a su mettre l'argent sur le terrain, sur le sportif. C'est certainement ce qu'il faut garder à l'esprit. Le football est un secteur particulier où les investisseurs, et c'est peut-être là qu'il va falloir faire de la pédagogie, c'est un secteur où on peut gagner de l'argent, probablement à la revente et pas nécessairement à chaque exercice. Il ne faut pas venir uniquement pour vendre des joueurs, il faut venir aussi pour construire un projet. C'est cela l'enjeu et c'est peut-être ça la vraie leçon à tirer. Alors oui, le football moderne est très consommateur de budget et donc ça sera très difficile d'imaginer un football en Ligue 1 sans investisseurs. Mais on pourrait très bien avoir de bons ou de meilleurs investisseurs et on pourrait même en avoir des Français parce qu'en France, il y a des milliardaires, on a des grands groupes du CAC 40. C'est quand même étonnant qu'aucun d'entre eux, ou très peu, la famille Pinault faisant exception, s'intéresse réellement au football comparé aux autres pays. Et donc peut-être qu'il faut imaginer, comme a su le faire le législateur pour le cinéma, un modèle comme les Sofica, c'est-à-dire un modèle incitatif, fiscalement incitatif, pour que ces grandes fortunes s'intéressent enfin au sport et au football en particulier. On peut aussi imaginer un autre schéma, un schéma de licence pour exploiter un club qui inviterait les investisseurs non pas à uniquement se contenter entre guillemets d'une somme pour acheter et vendre, mais aussi pour investir sur le sportif. Parce qu'on le voit à Manchester City, à Paris, à Monaco également, même si il y a eu des erreurs commises. Le club a été performant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète le club, certes, mais que l'on met aussi de l'argent sur le terrain, eh bien souvent, on a une création de valeur. Et c'est peut-être cela qu'il faudrait creuser comme piste. Alors si je ne suis pas aussi optimiste que toi sur ce sujet, Vincent, c'est parce que j'ai vu aussi à l'occasion de cette crise à quel point l'opinion publique française avait été défavorable au football professionnel, favorable à l'arrêt total des compétitions, au point de douter de la possibilité d'avoir encore beaucoup d'investisseurs français qui s'intéressent à nos clubs. Et après Pinault et le duo Aulas-Seydoux, j'ai bien peur qu'il ne reste pas beaucoup d'investisseurs français. Il y a encore aujourd'hui
pas mal de présidents propriétaires français, j'ai peur que ce nombre diminue singulièrement. Donc, il va falloir espérer de bons investisseurs étrangers, ce qui reste évidemment possible, même si je suis plus circonspect que toi sur les cas de Monaco et de Lille. Et cela va sans doute d'ailleurs imposer un nouveau rôle, une adaptation importante du rôle de la DNCG, un rôle plus décisif encore dans le choix pour juger de la qualité des acheteurs et de leurs projets, et notamment de la qualité sportive de leurs projets. À l'heure actuelle, un fonds souverain saoudien est en train d'acheter Newcastle. Eh bien, c'est la Première Ligue qui intervient aussi sur le dossier pour juger de la conformité et de la qualité du projet d'investissement avant de l'accepter. Je pense qu'à l'avenir, il faudra que la DNCG soit très regardante sur tous les projets d'investissement, de façon à ce qu'on ait, dans le football français, de bons investisseurs étrangers. On en est malheureusement réduit à espérer cela pour notre avenir.